À 32 ans, j'apprends mon adoption le jour où ma famille se partage 31 millions d'euros, me laissant sans rien. Tu n'as jamais été des nôtres, dit ma mère. Anéanti, j'engage un détective. La révélation sur mon père biologique est si choquante que j'en lâche mon téléphone. Ils nous ont rassemblés dans le salon comme si c'était le matin de Noël. Mais au lieu de cadeaux, ma mère a distribué des documents de succession d'une valeur de 28 millions d'euros. Mon frère Quentin a hérité de l'entreprise. Ma sœur Brigitte a eu le manoir au bord du lac. Même mon jeune frère Damien a reçu 3 voitures de luxe. Puis ma mère s'est tournée vers moi, et les mots qui sont sortis de sa bouche ont détruit tout ce en quoi j'avais cru pendant 32 ans. Je m'appelle Laurent, et je dois vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, car cela a absolument tout changé. Les personnes assises dans cette pièce n'étaient pas des inconnus. C'étaient les visages que j'avais vus chaque matin au petit déjeuner pendant des décennies. Ma mère, Patricia, portant son collier de perles signature et cette robe bleu marine qu'elle réservait pour les grandes occasions. Mon père, Gérard, ajustant ses lunettes comme il le faisait toujours quand il était nerveux. Mon frère aîné Quentin, déjà en train de vérifier le cours de la bourse sur son téléphone, même pendant les réunions de famille. Ma sœur Brigitte, parfaitement calme, avec son mari Thomas à ses côtés, et mon jeune frère Damien qui, pour une fois, ne faisait pas de blagues. Nous avions été convoqués à cette réunion 3 semaines à l'avance. Libérez vos agendas, avait dit Patricia sur ce ton qui signifiait que ce n'était pas une demande. Le 15 mars, 14 heures précises. Votre père et moi avons une affaire de famille importante à discuter. J'avais fait la route depuis Lyon ce matin-là, laissant ma clinique vétérinaire entre les mains compétentes de mon personnel. Pendant tout le trajet, j'avais pensé que cela concernait la santé de papa. Il avait eu un léger problème cardiaque 2 mois plus tôt. Rien de grave, mais assez pour nous effrayer tous. Je pensais qu'ils allaient enfin prendre leur retraite, peut-être céder l'entreprise familiale de distribution pharmaceutique à Quentin, qui la dirigeait déjà en grande partie depuis 5 ans. Le domaine familial s'étendait sur 15 hectares à Neuilly-sur-Seine, le genre de quartier de vieille fortune où les allées avaient des noms et les maisons se transmettaient de génération en génération. J'avais grandi en courant dans ces couloirs, en glissant sur la rampe en acajou quand Patricia ne regardait pas, en construisant des forts avec mes frères et sœurs dans l'immense bureau où nous étions maintenant assis. Mes enfants, commença ma mère. Et je me souviens encore comment la lumière de l'après-midi attrapait son collier de perles alors qu'elle se tenait derrière le fauteuil de mon père, ses mains posées sur le cuir comme si elle posait pour un portrait. Le récent problème de santé de votre père nous a fait réaliser qu'il est temps de sécuriser l'héritage familial. Nous avons passé beaucoup de temps avec nos avocats pour nous assurer que tout est correctement arrangé. Elle contourna le bureau avec une efficacité surprenante pour une femme de 70 ans, distribuant un à un des porte-documents en cuir. Le blason de la famille de la Chesnay était embossé en or sur chacun d'eux. Quentin reçut le sien en premier, bien sûr, puis Brigitte, puis Damien. Quand elle arriva à moi, elle hésita juste une seconde, et quelque chose dans ses yeux vacilla. Je pensais que c'était l'émotion de diviser les biens familiaux. J'avais tort. J'ai regardé Quentin ouvrir son porte-document en premier. Ses yeux s'écarquillèrent et il siffla doucement. « Maman, papa, c'est incroyablement généreux, » dit-il en parcourant les documents. L'entreprise entière? Vous êtes sûr? Brigitte haleta en ouvrant le sien. La maison de Neuilly? Mais vous adorez cet endroit. Nous gardons l'appartement sur la Côte d'Azur, dit Gérard, parlant pour la première fois depuis que nous nous étions assis. À notre âge, les hivers ici deviennent plus difficiles. Damien n'arrêtait pas de feuilleter les pages, incrédule. 3 voitures, la Porsche, la Maserati et l'Alpine Vintage. Il leva les yeux vers nos parents. Mais papa, tu as restauré cette Alpine toi-même. Il est temps de passer le flambeau à la nouvelle génération, dit Gérard, mais il ne regardait aucun de nous. Ses yeux étaient fixés sur un point du mur, quelque part derrière ma tête. J'ai ouvert mon porte-document. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, un chèque de banque de 45 000 € et une brève note tapée sur le papier à en-tête de la famille. Pour vos années au sein de notre famille. La pièce devint complètement silencieuse. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir, la même horloge qui avait sonné chaque heure de mon enfance. J'ai lu la note 3 fois, certain de manquer quelque chose. J'ai feuilleté le porte-document à la recherche des autres documents, du véritable héritage, de l'explication qui rendrait tout cela logique. Je ne comprends pas, dis-je, et ma voix me parut étrange,
comme si elle sortait de la bouche de quelqu'un d'autre. Y a-t-il un autre porte-document? Quelqu'un a fait une erreur au cabinet de l'avocat? Le visage de Patricia se transforma en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. En 32 ans à appeler cette femme maman, à la voir organiser des galas de charité et des réunions de clubs de jardinage, à la voir gérer chaque situation sociale avec une grâce étudiée, je n'avais jamais vu cette expression. C'était froid, clinique, comme si elle annonçait un diagnostic à un patient qu'elle ne reverrait jamais. Laurent, dit-elle, et même la façon dont elle prononça mon nom était différente, dépouillée de la chaleur que j'y avais toujours entendue. Il y a quelque chose que nous aurions dû te dire il y a des années, quelque chose que nous pensions plus aimable de te cacher, mais étant donné les circonstances, tu dois connaître la vérité. Mes frères et sœurs me fixaient tous maintenant. Quentin avait posé son porte-document. La main de Brigitte avait trouvé le bras de Thomas. Damien avait l'air de vouloir disparaître dans son fauteuil. Tu as été adopté à l'âge de 3 mois, continua Patricia, chaque mot délibéré et mesuré. Ta mère biologique était une adolescente qui ne pouvait pas te garder. Nous t'avons accueilli par l'intermédiaire d'une agence d'adoption privée. Nous t'avons donné tout ce que nos enfants biologiques avaient. Les meilleures écoles, les mêmes opportunités, les mêmes avantages. Mais légalement, le trust de la famille de la Chesnais est très spécifique. Il stipule que seuls les parents par le sang peuvent hériter des actifs de la famille. L'horloge de grand-père sonna 3 fois, marquant l'heure et le moment exact où toute ma compréhension de qui j'étais vola en éclats. Je pensais avoir la famille parfaite du rêve français. Grandir dans la maison de la Chesnais signifiait des écoles privées prestigieuses où tout le monde connaissait votre nom, des adhésions à des clubs privés qui ouvraient toutes les portes, et des dîners du dimanche où nous nous réunissions autour de la table de 12 couverts pour rire des dernières entreprises de Quentin ou des galas de charité de Brigitte. J'étais Laurent de la Chesnais, l'enfant du milieu qui avait choisi de devenir vétérinaire au lieu de rejoindre l'empire familial de distribution pharmaceutique. Et tout le monde disait que j'étais courageux de suivre ma propre voie. Ma clinique dans le centre de Lyon était tout ce dont j'avais rêvé. Après 6 ans à la construire, d'une clinique d'une seule pièce à un hôpital vétérinaire complet, je venais d'embaucher mon 10e employé. Nous voyions 40 patients par jour, parfois plus pendant les heures d'urgence. Le journal local avait publié un article sur nous intitulé « Le veto qui ne dit jamais non », car je m'étais fait une réputation pour soigner les animaux, quelle que soit la capacité de paiement de leurs propriétaires. Ma directrice de cabinet, Sandra, secouait toujours la tête devant mon grand cœur, mais elle souriait en le disant. « Vous êtes trop bon pour ce monde, docteur de la Chesnais », me disait-elle alors que je restais tard pour surveiller la convalescence de chiens de refuge ou que je venais le dimanche pour contrôler les patients opérés. Vos parents vous ont bien élevé. Ces mots résonneraient plus tard dans mon esprit, prenant une ironie amère que je n'aurais pas pu imaginer alors. Mais à l'époque, je portais le nom de la Chesnais avec une fierté tranquille. Pas la fierté ostentatoire que Quentin affichait lorsqu'il concluait des affaires de millions d'euros, mais la satisfaction constante de savoir que j'aidais des créatures qui ne pouvaient pas s'aider elles-mêmes tout en faisant partie de quelque chose de plus grand, de plus établi, de plus permanent. Ma petite amie Mélanie comprenait cela chez moi. Elle enseignait en maternelle dans une école publique d'un quartier difficile, choisissant de travailler là où on avait le plus besoin d'elle plutôt qu'à la prestigieuse académie privée qui avait essayé de la recruter. Nous nous étions rencontrés lors d'une collecte de fonds caritative que ma mère avait organisée 2 ans plus tôt. Mélanie était là pour représenter son école, essayant d'obtenir des fonds pour de nouveaux équipements de terrain de jeu. J'étais là parce que Patricia attendait de tous ses enfants qu'ils soient présents pour montrer le front uni de la famille de la Chesnais qui lui était si important. Tu n'es pas comme les autres, m'avait dit Mélanie lors de notre premier vrai rendez-vous, après que nous nous soyons échappés du gala guindé pour manger des hamburgers dans un petit bistrot local. Tu as leur vernis, mais aucune de leurs prétentions. Nous parlions de mariage ces derniers temps, de vraies conversations sur ce à quoi notre avenir ressemblerait. Elle voulait des enfants, au moins 3. J'avais grandi avec des frères et sœurs et ne pouvais pas imaginer élever un enfant unique. Nous avions même parcouru des quartiers en regardant des maisons, imaginant où nous mettrions une balançoire, quelle pièce serait la chambre d'enfant. Des rêves normaux, des rêves simples, des rêves vrais, pensais-je. Chaque vendredi, je maintenais une tradition avec mon père, Gérard. Un déjeuner à son club privé, la même table surplombant le parcours de golf, le même serveur qui le servait depuis 20 ans. Gérard commandait son saumon grillé habituel, je prenais le club sandwich, et nous parlions de tout sauf de l'entreprise familiale. Tu sais, Laurent,
m'avait-il dit juste 2 semaines avant cette réunion de famille fatidique, en polissant ses lunettes avec cette manie nerveuse qui était la sienne, tu as toujours été différent de tes frères et sœurs. Plus compatissant, plus authentique. C'est ce qui te rend spécial. J'avais souri à cela, pensant qu'il parlait de mon choix de carrière, de ma décision de guérir au lieu de poursuivre les marges bénéficiaires et les parts de marché. Il faut bien que quelqu'un dans cette famille ait une âme, n'est-ce pas, papa? Il avait ri, mais cela n'avait pas atteint ses yeux. Maintenant, je comprenais pourquoi. Ma mère, Patricia, dirigeait la maison comme si elle était toujours la PDG qu'elle avait été avant d'épouser mon père. Chaque chose avait sa place. Chaque tradition avait son but. Chaque membre de la famille avait son rôle à jouer. Elle m'appelait chaque dimanche à 19h précise, pas une minute avant ou après. Laurent, chéri, avait-elle dit lors de ce dernier appel avant la réunion, n'oublie pas samedi prochain. C'est important. Ton père et moi avons prévu quelque chose de spécial. Nous voulons que tous nos enfants soient là. Tous nos enfants. La phrase m'avait semblé si naturelle alors, si évidente. Bien sûr, j'étais l'un de ses enfants. J'avais son côté têtu. Tout le monde le disait. J'avais la nature réfléchie de mon père. Je me souvenais d'apprendre à faire du vélo dans la longue allée du domaine. Gérard courant à côté de moi, Patricia applaudissant depuis les marches de l'entrée. Je me souvenais des matins de Noël où nous nous précipitions tous en bas ensemble, Quentin essayant de maintenir sa dignité de grand frère, tandis que Brigitte, Damien et moi déchiquetions les cadeaux comme des animaux sauvages. Je me souvenais de me sentir en sécurité, de me sentir aimé, de sentir que j'appartenais à quelque chose qui durerait éternellement. Comme je m'étais trompé sur tout ce qui comptait. La réunion de famille spéciale était prévue pour le 15 mars, une date qui est maintenant gravée dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. Nous nous sommes tous réunis dans le bureau lambrissé d'acajou du domaine de mes parents, la même pièce où Gérard m'avait appris à jouer aux échecs quand j'avais 7 ans, où je m'étais caché derrière le canapé en cuir pendant les orages, où nous avions pris chaque photo de Noël en famille pendant 3 décennies. Quentin était arrivé de Marseille par son jet d'entreprise, ayant tout l'air du dirigeant d'entreprise dans son costume à 2500 €. Brigitte était venue de Paris avec son mari Thomas, sa perfection intacte malgré les 3 heures de route. Même Damien était arrivé sobre et à l'heure, un miracle mineur que Patricia nota d'un signe de tête approbateur. Mes enfants, commença ma mère, se tenant derrière le fauteuil de mon père avec ses mains parfaitement positionnées sur le cuir. Le récent problème de santé de votre père nous a fait réaliser qu'il est temps de sécuriser l'héritage familial. Elle distribua les porte-documents en cuir avec une précision exercée. Quand j'ai ouvert le mien pour ne trouver que ce simple chèque et cette brève note, la température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Je ne comprends pas, dis-je, ma voix fonctionnant à peine. Y a-t-il un autre porte-document? Quelqu'un a fait une erreur au cabinet de l'avocat? La transformation de Patricia fut instantanée et complète. La femme qui avait embrassé mon front 10 000 fois, qui m'avait soigné pendant une pneumonie quand j'avais 12 ans, qui avait pleuré à ma remise de diplôme de l'école vétérinaire, disparut tout simplement. À sa place se tenait une étrangère portant le visage de ma mère. Laurent, il y a quelque chose que nous aurions dû te dire il y a des années. Tu as été adopté à l'âge de 3 mois. Ta mère biologique était une adolescente qui ne pouvait pas te garder. Nous t'avons accueilli, nous t'avons tout donné, mais légalement tu n'as pas droit au patrimoine de la Chênaie. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Adopté. 3 mois. Pas droit. Chaque phrase réécrivait 32 ans de ma vie en temps réel. Gérard me regarda enfin, ses yeux bleus larmoyants rencontrant à peine les miens avant de se détourner. Nous nous sommes occupés de toi, mon fils, mais le trust familial stipule spécifiquement les parents par le sang uniquement. Les avocats ont été très clairs à ce sujet lorsque nous avons tout fait vérifier. Vous me dites ça maintenant? Ma voix montait, se brisant comme celle d'un adolescent. Après 32 ans, vous me dites ça maintenant? Quentin se racla la gorge, se tortillant mal à l'aise sur sa chaise. Maman, papa, c'est insensé. Laurent est notre frère. Il a toujours été notre frère. Pas par le sang, dit sèchement Patricia, son ton tranchant la protestation de Quentin. Tu n'as jamais vraiment été l'un des nôtres, Laurent. Nous t'avons donné une belle vie, la meilleure éducation, des opportunités dont la plupart des gens rêvent. Ce chèque devrait t'aider à faire la transition vers ta nouvelle réalité. Transition, comme si je changeais de travail ou d'appartement, pas comme si on m'arrachait toute mon identité.
Brigitte pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage parfaitement maquillé. C'est cruel, murmura-t-elle. C'est si inutilement cruel. Thomas passa son bras autour d'elle, mais son expression était soigneusement neutre. Il savait, réalisais-je. Le gendre savait ce que le fils n'avait jamais su. Vous saviez? Leur demandai-je à tous, mon regard passant d'un visage à l'autre. Vous saviez tous. Le menton de Patricia se leva légèrement. Ce geste que j'avais vu 1000 fois quand elle était sur le point de livrer une vérité désagréable lors d'une réunion du conseil d'administration. Nous l'avons découvert quand Quentin a eu 18 ans. Les avocats ont insisté pour qu'il le sache en tant qu'aîné et héritier éventuel de l'entreprise. Nous l'avons dit à Brigitte quand elle s'est fiancée à Thomas pour des raisons juridiques concernant son fonds en fiducie. Damien l'a appris quand il a eu 21 ans. Nous leur avons fait promettre de ne pas le dire, ajouta faiblement Gérard. Nous pensions que ce serait plus aimable. Tu étais heureux. Pourquoi détruire ça? Plus aimable? Le mot sortit presque comme un rire. Vous pensiez que me mentir toute ma vie était plus aimable. Damien parla enfin, sa voix rauque. C'est n'importe quoi. Laurent m'a sauvé la vie quand je me noyais dans la piscine. Il m'a appris à conduire. Il m'a couvert quand j'ai accidenté la Mercedes de papa. Le sang ne fait pas la famille. La loi n'est pas d'accord, dit froidement Patricia. Étage 45 000 €, c'est plus que généreux, considérant que nous n'avions aucune obligation légale de te donner quoi que ce soit. Je restais là, les mains tremblantes, regardant tout mon passé se réécrire. Chaque vacances en famille où je m'étais demandé pourquoi j'étais différent sur les photos. Chaque fois que Patricia présentait ses enfants et hésitait microscopiquement avant mon nom. Chaque ami de la famille qui avait commenté que je devais tenir d'un parent éloigné parce que je ne ressemblais en rien à mes frères et sœurs. Sortez, dis-je doucement. Je vous demande pardon? Les sourcils de Patricia se haussèrent. J'ai dit, sortez. C'est aussi ma maison de famille, où ça l'était il y a 5 minutes. Je mérite 5 minutes pour digérer le fait que toute ma vie a été un mensonge. Alors, sortez. Vous tous, maintenant. Ils sortirent lentement, Quentin me serrant l'épaule en passant. Brigitte sanglotant ouvertement, Damien marmonnant des jurons. Gérard s'arrêta à la porte. Nous t'avons aimé, dit-il doucement. Ça n'a jamais été un mensonge. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je suis resté seul dans ce bureau, entouré de portraits d'ancêtres de la chaînée qui n'étaient pas mes ancêtres, d'histoires de réussite qui n'étaient pas mon héritage, d'un arbre généalogique dont je venais d'être élagué avec une précision chirurgicale. J'ai quitté cette maison sans dire au revoir, passant devant les portraits des ancêtres de la chaînée dans le couloir, devant les marques sur le chambranle de la porte de la cuisine où Patricia avait mesuré nos tailles à chaque anniversaire, devant le piano où j'avais appris à mal jouer Chopin. Ma voiture connaissait le chemin du retour vers Lyon, ce qui était une bonne chose car je ne pouvais pas voir à travers les larmes qui finirent par couler, violentes et irrépressibles, quelque part près de la limite du département. Mélanie corrigeait des copies quand je suis entré dans notre appartement. Elle jeta un coup d'œil à mon visage et laissa tomber son stylo rouge. Laurent, que s'est-il passé? C'est ton père? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Gérard? Ce ne sont pas mes parents, dis-je, les mots me semblant étrangers dans la bouche. Je suis adopté. Ils le savent depuis toujours. Mes frères et sœurs le savent depuis des années. Tout le monde savait sauf moi. Elle m'a serré dans ses bras pendant que je sanglotais cette nuit-là. Le genre de pleurs qui viennent de l'âme qui se déchire. Ceux qui vous laissent vide et creux quand c'est fini. Tu es toujours toi, me murmura-t-elle dans les cheveux alors que nous étions enlacés sur notre lit. Tu es toujours l'homme qui sauve les animaux, qui fait du bénévolat au refuge tous les samedis, qui me fait rire tous les matins. Ils ne t'ont pas donné ça. Tout ça, c'est toi. Mais qui suis-je, demandai-je au plafond à 3 heures du matin. Si je ne suis pas Laurent de la Chaînaie, qui diable suis-je? Tu es l'homme que j'aime, dit fermement Mélanie. Tout le reste n'est que détail. Le lendemain matin, la rage remplaça le chagrin. Elle est venue soudainement pendant que je préparais le café, en regardant mon diplôme de l'école vétérinaire accroché au mur. Laurent de la Chaînaie, docteur en médecine vétérinaire. Même mon éducation était estampillée de leur nom, de leurs mensonges. Si les de la Chaînaie pouvaient me cacher ça pendant 32 ans, que cachaient-ils d'autre? Qui étaient mes parents biologiques? Pourquoi m'avaient-ils abandonné? Pensait-il parfois à moi?
Était-il en vie? Avais-je d'autres frères et sœurs quelque part? Des vrais, qui partageaient mon ADN et peut-être mon menton têtu ou ma capacité étrange à mémoriser les numéros de téléphone. Je dois les trouver, dis-je à Mélanie au petit déjeuner. Mes parents biologiques. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Elle tendit la main sur notre petite table de cuisine et prit la mienne. Alors nous les trouverons. Quoi qu'il en coûte. J'ai trouvé Christophe piqué par la source la plus improbable, Madame Dubois, dont je traitais le chat diabétique depuis 2 ans. Elle a mentionné que son frère avait disparu pendant 30 ans jusqu'à ce qu'un détective privé nommé Christophe Piquet le retrouve vivant à Nantes sous un autre nom. Le bureau de Christophe se trouvait au-dessus d'un restaurant chinois dans le sud de Lyon, après 2 volets d'escalier qui craquaient à chaque pas. L'homme lui-même avait 70 ans, bâti comme un ancien rugbyman, avec des yeux vifs qui semblaient tout cataloguer chez vous en un seul coup d'œil. Les recherches de parents biologiques peuvent être difficiles, avertit Christophe, sa voix rauque adoucie par ce qui semblait être une sympathie sincère. Parfois, les dossiers sont si hermétiquement scellés que même moi, je ne peux pas les forcer. Parfois, les gens que vous trouvez ne veulent pas être trouvés. Parfois, la vérité fait plus mal que de ne pas savoir. J'ai besoin de savoir, lui dis-je, en plaçant ses honoraires sur son bureau encombré. Mes parents biologiques pourraient être n'importe qui. Ils pourraient n'être personne. Ils pourraient être morts. Mais ils sont ma vérité, et j'ai droit à cette vérité. Christophe m'étudia un long moment, puis empocha l'argent. 180 € par jour, plus les frais. J'aurai besoin de tout ce que vous savez, ce qui n'est probablement pas grand-chose, et d'un accès à tous les dossiers familiaux que vous pouvez obtenir. Je n'ai rien. Ils me l'ont dit il y a 3 jours. Ils ont dit que ma mère biologique était une adolescente qui ne pouvait pas me garder. Mais ça pourrait être un autre mensonge. Adopté quand? Quand j'avais 3 mois, en décembre 1992. Donc je serais né en septembre. Christophe prit des notes dans un carnet usé. Adoption privée. Ils ont dit avoir utilisé une agence privée. Celles-là sont parfois plus faciles. Les agences privées signifient des avocats, et les avocats signifient des traces écrites. Vos parents adoptifs ont utilisé un avocat local. Jérôme Delapierre à Bordeaux. Il s'occupait de toutes leurs affaires juridiques à l'époque. Les sourcils de Christophe se haussèrent. Delapierre. Il exerce toujours, même s'il doit approcher les 80 ans. C'est notre point de départ. J'irai là-bas demain. Je viens avec vous, dis-je. Ce n'est pas ma façon de travailler habituelle. Je me fiche de votre façon de travailler habituelle. Ils m'ont volé 32 ans de vérité. Je ne resterai pas sur la touche pour ça. Christophe me regarda à nouveau avec ses yeux scrutateurs, puis hocha lentement la tête. D'accord, mais vous suivez mes instructions, et si je vous dis d'attendre dans la voiture, vous attendez. Certaines personnes n'aiment pas qu'on déterre leur passé, et elles peuvent devenir désagréables à ce sujet. Nous nous sommes serrés la main, sa poignée ferme et rassurante. En redescendant ces escaliers grinçants, en passant devant l'odeur de dim sum du restaurant en bas, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis ce moment horrible dans le bureau des de la Chênaie, un but. J'allais découvrir qui j'étais vraiment, même si la vérité détruisait ce qui restait de mon monde. Le trajet jusqu'à Bordeaux a duré 6 heures, Christophe insistant pour s'arrêter à chaque aire de repos pour étirer son genou douloureux. Le cabinet d'avocat de Jérôme Delapierre occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble en pierre qui avait connu de meilleures décennies, coincé entre un pressing et un prêteur sur gage. La réceptionniste, qui semblait presque aussi vieille que Delapierre lui-même, parut surprise que quelqu'un veuille le voir. « Il ne prend plus de nouveaux clients, dit-elle, nous regardant par-dessus des lunettes de lecture tenues par du ruban adhésif. « Nous ne sommes pas des clients, dit Christophe, en faisant glisser sa licence d'enquêteur sur son bureau. Nous sommes ici au sujet d'une adoption qu'il a traitée en 1992. Delapierre avait 80 ans bien sonnés, mince comme du papier, avec des taches de vieillesse couvrant des mains qui tremblaient légèrement alors qu'il examinait les papiers de Christophe. Son bureau sentait les vieux livres et les cigares encore plus vieux, malgré le panneau d'interdiction de fumer bien en évidence. L'adoption de la Chênaie, dit-il après que Christophe eut expliqué pourquoi nous étions là. Sa voix était étonnamment forte pour un homme d'apparence si fragile. Je m'en souviens. Adoption privée, très discrète, très rapide. Les parents adoptifs insistaient beaucoup sur la discrétion. Nous avons besoin des noms des parents biologiques, dis-je en me penchant en avant sur ma chaise.
Delapierre m'étudia avec des yeux vitreux. Vous êtes le bébé. J'ai 32 ans. Vous êtes toujours le bébé pour moi. J'ai géré cette adoption moi-même. La mère biologique était très spécifique quant à ses exigences. La famille adoptive devait avoir de l'argent, avoir d'autres enfants, et accepter une adoption fermée sans aucun contact, jamais. Mais vous avez les dossiers, insista Christophe. Vous savez qui elle était. Delapierre resta silencieux si longtemps que je crus qu'il s'était endormi les yeux ouverts. Puis il se leva, se dirigeant vers un ancien classeur qui semblait appartenir à un musée. J'ai tout gardé, dit-il en sortant un dossier épais. Ne jamais rien jeter. C'est ce que mon père m'a appris. On ne sait jamais quand le passé viendra frapper à la porte. Il posa le dossier sur son bureau et l'ouvrit avec précaution, comme s'il pouvait tomber en poussière. Garçon, né le 3 septembre 1992 à l'hôpital Saint-Louis. Le nom de la mère était Pénélope. Juste Pénélope sur les documents d'abandon, mais j'ai fait mes recherches. Il sortit un autre papier. Pénélope Valois, 19 ans. Père inconnu sur le certificat de naissance, mais il y a eu des paiements en espèces. Des paiements importants. Quelqu'un voulait que cela soit géré discrètement et rapidement. En espèces? Les instincts d'enquêteur de Christophe se réveillèrent. Combien? 45 000 € en 1992. Assez pour couvrir toutes les dépenses et plus encore. Les billets étaient séquentiels, ce qui m'a toujours paru étrange. Comme s'ils venaient directement d'un retrait bancaire, pas des économies de quelqu'un. Avez-vous une adresse pour Pénélope Valois, demandai-je, mon cœur battant la chamade. J'ai ce que j'avais à l'époque. Elle a indiqué une adresse à Bordeaux, mais elle n'y est restée que 3 mois après la naissance. Puis elle a disparu. La carte de Noël que j'ai envoyée cette année-là est revenue avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée ». Christophe prenait des photos de chaque document avec son téléphone. Ça vous dérange si on prend des copies? Prenez tout le dossier, dit Delapierre en le poussant vers nous. Je prends ma retraite le mois prochain, je ferme le cabinet. Considérez ça comme une façon de boucler la boucle. 2 semaines plus tard, mon téléphone sonna alors que j'étais en pleine opération, enlevant une tumeur sur un Golden Retriever. Mon assistante le tint pour que je puisse voir le nom de Christophe sur l'écran. Dites-lui que je le rappellerai, dis-je en me concentrant sur le travail délicat. Il dit que c'est urgent, dit-elle. Il dit que vous devez entendre ça maintenant. Je lui ai demandé de le mettre sur haut-parleur, ma main continuant à travailler avec assurance malgré l'adrénaline qui me parcourait soudainement. Christophe, je suis en chirurgie. Qu'y a-t-il? Laurent, tu dois t'asseoir. Je tiens littéralement un scalpel. Que as-tu trouvé? J'ai retrouvé ta mère biologique, Pénélope Valois. Elle est décédée il y a 5 ans d'un cancer du sein, mais Laurent, elle a laissé quelque chose. Une lettre dans un cabinet d'avocat à Paris, à te remettre si jamais tu te manifestais. Mes mains s'arrêtèrent juste une seconde. Qu'est-ce qu'elle dit? Ton père biologique, Laurent. Ton père est Michel Caron. Les pinces glissèrent de ma main, cliquetant sur le plateau chirurgical. Mon assistante me regarda avec alarme, mais je ne pouvais pas parler. Le nom résonnait dans ma tête comme un glas. Michel Caron. Le Michel Caron qui possédait Caron Industries, l'une des plus grandes entreprises de logistique et de transport en France. Le milliardaire dont le visage faisait la une de Challenge chaque année. L'homme dont le fils aîné, Michel Junior, venait d'annoncer sa candidature au Sénat, dont la famille était la royauté française en tout sauf le nom. Christophe continuait de parler à travers le haut-parleur, sa voix remplissant la salle d'opération. La lettre explique tout. Pénélope avait 19 ans, elle travaillait comme stagiaire dans son entreprise. Ils ont eu une liaison. Quand elle est tombée enceinte, il l'a payée pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle t'abandonne, mais elle a gardé une trace de l'endroit où tu es allé. Elle savait que les de la chaînette avaient. Est-ce qu'il sait pour moi, réussis-je à demander, mon professionnalisme maintenant ma main stable alors que je reprenais la chirurgie. C'est là le problème, Laurent. Selon la lettre de Pénélope, il sait. Il a toujours su. Et écoute ça, le plus gros contrat de distribution des produits pharmaceutiques de la chaînette. C'est avec Caron Industries, et ce depuis 20 ans, l'année même où tu as eu 12 ans, quand tu aurais commencé à poser de vraies questions sur la ressemblance familiale. La rencontre avec Michel Caron fut fixée pour le mardi suivant à son siège social à Paris. Une tour de verre et d'acier qui grattait les nuages.
Je me suis assis en face de lui dans son bureau au dernier étage, la ville s'étendant sous nous comme un royaume, et j'ai vu mon propre visage se refléter, 30 ans dans le futur. Les mêmes yeux verts, le même menton têtu, la même façon de tapoter des doigts sur le bureau en réfléchissant. Ta mère était spéciale, dit-il doucement, sa voix portant le poids d'un vieux regret. J'avais 28 ans, j'étais marié, je dirigeais l'entreprise que mon père avait bâtie, et j'étais complètement stupide. Quand Pénélope m'a parlé de toi, j'ai paniqué. J'ai pensé que l'argent pourrait faire disparaître ça, rendre les choses propres, faire comme si ça n'était jamais arrivé. Au lieu de ça, tu m'as surveillé toute ma vie, dis-je, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Les de la Chênaie avaient besoin d'un contrat de distribution pour rester à flot à la fin des années 90. J'avais besoin de savoir que tu allais bien. Cela semblait être un arrangement parfait. Ils ont eu leur contrat. J'ai eu des rapports trimestriels sur ta vie, déguisés en réunion d'affaires avec Gérard. Donc, tu as acheté mon exil, dis-je, la colère montant à nouveau. Quand Patricia a voulu que je parte, tu les as payés pour détruire ma vie. La mâchoire de Michel se serra de la même manière que la mienne lorsque j'étais sur la défensive. Patricia est devenue Cupide il y a 6 mois. Elle savait qui tu étais vraiment, elle l'a deviné à partir de vieilles photos lors d'un dîner d'affaires. Elle a menacé de rendre publique ton existence si je ne les aidais pas financièrement et si je ne m'assurais pas que tu n'aurais jamais de droit légal sur la fortune de l'une ou l'autre famille. Elle allait détruire la carrière politique de mon fils, la réputation de ma famille, tout ce que nous avions construit. Alors, tu les as choisis à ma place, encore une fois. Non, dit fermement Michel, se levant et se dirigeant vers la fenêtre. J'ai choisi de protéger toute ma famille, y compris toi. La clinique vétérinaire que tu as créée. Qui penses-tu était ton investisseur providentiel anonyme? Cette bourse d'études pour l'école vétérinaire qui est apparue juste au moment où tu en avais besoin. La disponibilité soudaine de ce bâtiment parfait pour ta clinique à un loyer inférieur au marché? Le bienfaiteur mystérieux qui couvre les factures de chaque animal dont le propriétaire ne peut pas payer? Mon monde bascula à nouveau. Chaque coup de chance que j'avais cru mériter, chaque opportunité que j'avais eue, c'était lui, tirant les ficelles dans l'ombre. Je n'ai plus besoin de ta protection, lui dis-je, me levant pour faire face à mon père pour la première fois. Mais je ne serai plus le secret de personne. Tes autres enfants méritent de savoir qu'ils ont un frère. Ta femme mérite la vérité. Michel vieillit de 10 ans à cet instant. La carrière politique de mon fils sera détruite. Le scandale va tout ruiner. Alors que tout soit ruiné. J'ai passé 32 ans à vivre un mensonge. Je ne passerai pas un jour de plus à le faire. Nous sommes parvenus à un compromis qui nous a surpris tous les deux. Je ne rendrai pas l'affaire publique, mais Michel me reconnaîtrait en privé auprès de sa famille. Sa femme, Rebecca, soupçonnait déjà quelque chose remarquable. Je me suis toujours interrogé sur les dons à des œuvres de charité pour les vétérinaires, dit-elle lorsque nous nous sommes rencontrés une semaine plus tard. Michel n'aime même pas les chiens, mais tout à coup, il finance des hôpitaux pour animaux dans tout le pays. Mes demi-frères et sœurs l'ont pris différemment. Michel Junior fut furieux au début, puis curieux, puis étrangement protecteur. Si ça sort, nous contrôlons le récit, dit-il, pensant déjà comme le politicien qu'il devenait. Un frère perdu de vue réuni avec sa famille. Une histoire de rêve français. Les jumeaux, Sarah et Samuel, tous deux âgés de 25 ans, étaient fascinés. On a toujours voulu un grand frère, dit Sarah. Michel Junior ne compte pas parce qu'il est ennuyeux. La plus jeune, Catherine, à peine 21 ans, m'a simplement serré dans ses bras. Est-ce que ça veut dire que tu peux m'apprendre à conduire? Parce que tout le monde dans cette famille est nul à ça. Quant aux de la Chênaie, leur entreprise a fait faillite 6 mois plus tard lorsque Caron Industries a retiré leur contrat. Patricia m'a appelé une fois, pleurant sur la façon dont je les avais détruits. Vous nous avez détruits en premier, ai-je dit. Vous avez eu 32 ans pour me dire la vérité. Vous avez choisi la cupidité à la place. Quentin, Brigitte et Damien m'ont contacté séparément. Nous reconstruisons lentement. Ils sont toujours mes frères et sœurs de toutes les manières qui comptent, même si le poison de Patricia a essayé de détruire cela. Damien vit avec moi maintenant, il devient sobre, travaille à ma clinique, apprend que la famille n'est pas une question de sang, d'argent ou de nom sur des fonds en fiducie. Mais le vrai cadeau est venu quand j'ai rencontré Éléonore Caron, la mère de Michel, ma grand-mère, 93 ans et aussi vive qu'un scalpel chirurgical.
J'ai toujours voulu un autre petit-fils, dit-elle en me tapotant la main avec des doigts qui ressemblaient à de l'écorce de bouleau. Surtout un qui sauve les animaux au lieu d'expédier des boîtes à travers le monde. Tu tiens ta gentillesse de Pénélope. Je l'ai rencontrée une fois, tu sais, avant ta naissance. Elle avait l'âme la plus douce, tout comme toi. Ma clinique est florissante. Mélanie et moi nous sommes mariés au printemps dernier lors d'une petite cérémonie avec Christophe Piquet comme témoin et tous mes frères et sœurs, les deux fratries, présents. Michel m'a accompagné à l'hôtel, un renversement de situation qui l'a fait pleurer. Les de la Chênaie n'étaient pas invités, mais j'ai entendu dire que Patricia regardait de l'autre côté de la rue, debout sous la pluie comme un fantôme de la mère qu'elle n'a jamais vraiment été. Debout là, entourée de ma vraie famille, celle que j'ai choisie et celle que j'ai trouvée, j'ai réalisé quelque chose de profond. Les de la Chênaie avaient raison sur un point. Je n'ai jamais vraiment été l'un des leurs. J'étais toujours destiné à quelque chose de différent, de meilleur, de vrai. Le sang dans vos veines ne fait pas de vous une famille. L'amour dans votre cœur, si. Parfois, perdre tout ce que vous pensiez être est la seule façon de découvrir qui vous êtes vraiment. Le chèque de 45 000 € des de la Chênaie. Je l'ai encadré, jamais encaissé. Il est accroché dans mon bureau à côté d'une photo de moi à 3 mois sous une petite plaque qui dit « Le prix de la vérité vaut toujours plus que le coût des mensonges ». Je m'appelle Laurent Caron. Oui, j'ai légalement changé de nom le mois dernier, non pas parce que je voulais la fortune de Michel, mais parce que je voulais ma vérité. Les de la Chênaie ont envoyé une lettre de mise en demeure concernant l'utilisation de leur nom de toute façon, à laquelle le cabinet d'avocats de mon demi-frère a répondu joyeusement avec une photo de mon nouveau permis de conduire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, vous savez que la famille n'est pas une question d'ADN, d'héritage ou du nom que vous portez. C'est une question de qui est là quand votre monde s'effondre et qui vous aide à le reconstruire, plus fort et plus honnête qu'avant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti comme si vous n'apparteniez pas à un endroit, comme si vous viviez la vérité de quelqu'un d'autre, sachez que votre vraie famille est quelque part, attendant que vous la trouviez. Parfois, ce sont les gens qui vous ont élevé. Parfois, ce sont les gens que vous choisissez, et parfois, ce sont les gens dont vous partagez le sang, mais ce sont toujours les gens qui vous voient pour qui vous êtes vraiment et vous aiment quand même.